Bonjour à tous les fans de basket européen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique sur l'Euroleague. On va parler de la compétition reine sur le vieux continent pour la 4e fois, puisque comme vous l'avez su par le passé, on va lancer cette saison tranquillement en parlant chaque semaine des résultats de l'Euroleague et du programme. Mais cette semaine, elle est un peu spéciale. La semaine dernière, ils étaient 3, les semaines d'avant, on était 3 aussi, là on va être 4 et en plus, on a un invité de marque. Cet invité, c'est Alex Bickerstaff. Salut Alex, ça va ? Salut les gars, salut à tous. Ça va très bien, merci. On est super content de t'avoir. Et puis pour nous épauler, il y a également Romain et Mathieu. Salut les gars. Salut. Salut Corentin. Salut tout le monde, salut Alex. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais bien qu'Alex se présente pour les quelques âmes égarées qui ne le connaîtraient pas. Il y en a beaucoup du coup. Non, j'ai tout simplement la chance, le privilège de pouvoir commenter justement pas mal de matchs d'Euroleague et d'Eurocup pour RMC Sport depuis un petit bout de temps. Et donc du coup je suis à l'actualité du basket européen et avant ça je suivais l'actualité du basket américain. Et du coup je ne sais pas comment j'ai réussi un petit peu à combiner les deux. Ah, c'est un régal. Il y a certaines fois où tu as commenté tout seul les matchs. Et je dois te féliciter parce que même s'il n'y avait qu'un seul commentateur, à savoir toi, je me suis régalé et tu as réussi à rendre vivant les matchs. Et puis c'est top. C'est très sympa et j'aimerais ajouter que je suis pas seul à le faire puisque j'ai plusieurs collègues aussi qui se retrouvent dans ce cas de figure. C'est particulier comme exercice effectivement, mais un petit salut à Nicolas Bayou, à Maxime Habert ou encore à Nils Onimus qui anime ces soirées-là d'Euroleague et d'Eurocup aussi sur ces matchs. Et puis un petit tacle aux consultants qui sont pas là ces soirs-là aussi. Je vais les nommer, Fred Weiss, Stephen Brun, Raphaël Desros. C'est pas sympa de nous laisser seuls. Les adversaires de taille, faut pas trop les embrouiller à mon avis si on les croise dans la rue. Oh si, c'est des crèmes. Important aussi, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait qu'on puisse vous poser les questions en direct via Twitter. C'est le hashtag RMC Euroleague, c'est ça, ou RMC Basket ? Euroleague RMC, effectivement. Euroleague RMC, Eurocup RMC, ça marche de la même manière. Et comme ça, mon patron sera très content que vous puissiez le dire et en faire la promo. C'est sur Twitter, c'est tout simple, il y a un hashtag. Et comme il y a un match quasiment presque tous les soirs, vous êtes quasi sûr de tomber sur nous et pouvoir commenter, puisque c'est pas forcément juste poser des questions, mais on essaye d'y répondre quand on peut. Et surtout donner son avis et commenter le match avec nous, puisqu'on est un peu entre potes à regarder tout ça avec passion. Ouais, c'est vraiment l'impression que ça donne. Bon, après, je suis un peu incorrigible parce que la dernière fois, j'ai bastonné cet hashtag et j'ai posé un peu trop de questions. Mais tu as tout répondu à toutes, ça m'a fait super plaisir. Il n'y a pas de quoi. Du coup, le programme d'aujourd'hui. On va parler de la journée, enfin des 2 journées qui sont passées, à savoir la journée 9, la journée 10. Je vais résumer un peu la journée 9, ensuite Mathieu enchaînera sur la journée 10. Tout ça toujours en échangeant avec Romain, Alex, et de savoir un peu leur ressenti sur les équipes, etc. On enchaînera ensuite sur le programme de la prochaine journée d'Euroleague, qui s'annonce une nouvelle fois trépidante. Et ensuite, on aura un petit débat qui va être plutôt sympa. Je n'annonce pas encore le sujet du débat. Et enfin, il y aura la petite chronique de Romain. Et puis on est parti pour bien s'amuser. Let's go! Alors, je vais vous résumer la journée passée d'Euroleague. Et puis, tranquillement, si l'un de vous veut intervenir, n'hésitez pas à me couper. Je vous en voudrais pas. Et surtout, ça permettra de rendre la chose interactive parce qu'il y a eu des gros matchs. Alors, on va commencer tout simplement par la surprise de cette journée avec l'Étoile Rouge de Belgrade qui a eu la peau de Milan, 87-79. Alors, je vous avoue que j'ai pas encore vu le match, mais mon petit Milan qui se fait taper par l'Étoile Rouge, je pense que c'était un match à voir. Ensuite, l'Alba Berlin s'est imposé de 1 point face à l'Asvel. C'est une défaite cruelle pour les Lyonnais. Il y a également le Real Madrid qui s'est imposé face au Maccabi Tel Aviv, 79-63. Valence s'est imposé face au Pana, 95-83. Baskonia s'est imposé face au Fener, 86-68. Le CSKA Moscou a été chercher la victoire contre le Žalgiris Kaunas, 87-78. Le Bayern s'est imposé de 3 points et a tapé l'Anadolu Efes, 74-71.
Et enfin, le Khimki Moscou s'est imposé face à son compatriote, le Zénith Saint-Pétersbourg, sur le score de 88-83. Messieurs, est-ce que vous avez des remarques sur ces matchs? Ce qu'on peut Honneur à noter notre en tout invité. cas, je me permets, mais c'est qu'il y a pas mal de victoires à l'extérieur, ce qui vient reconfirmer encore une fois ce qu'on a vu depuis le début de saison, hein, c'est que la situation liée au Covid fait que c'est une Euroleague très très disputée et très difficile à conquérir sur un potentiel avantage du parquet, puisqu'on voit à travers les résultats, et notamment la 9e journée, que cet avantage il existe de moins en moins. Je crois il y a presque, il y a peut-être 4-5 victoires à l'extérieur, hein, rien que sur cette 9e journée, et c'est une tendance qui se confirme semaine après semaine. Ah, ça m'a vraiment choqué. Et c'est le débat qu'on avait eu avec Mathieu, notamment au moment de la bulle NBA et avec ce Covid, de se dire est-ce que l'avantage à domicile veut encore dire quelque chose? Et quand on voit certaines victoires, ça laisse relativiser la chose. Bah, juste si je peux me permettre, mais ouais, effectivement, c'est le facteur public qui manque totalement, et on sait que bah, souvent en Euroleague, et c'est pour ça que c'est la plus belle des compétitions en Europe, c'est que souvent le flux du match pouvait être influencé par les fameuses salles les plus chaudes, les plus grosses ambiances, et que cette saison, bah, ça manque un petit peu, et ça peut varier certains résultats. Et Romain, Oui, est-ce que tu aurais vu complètement. par hasard... Ah, Mathieu, tu voulais intervenir? Je t'en prie. Ouais, non, c'est vrai on sent une nette différence. Et puis moi, ça me fait toujours sourire aussi. La dernière fois, je regardais le Panathinaikos jouer et on voit une arène comme le Waka Arena qui est vide et on se dit, avec du public, ça pourrait clairement changer la donne. Oui, sûrement la plus belle ambiance d'Europe avec le Žalgiris. Je me dis ça à chaque fois, ça me fait toujours drôle de la voir vide. Il y a quelque chose aussi dans cette journée qui est assez incroyable, c'est que on a une équipe française qui a été accrocheuse face à l'Alba Berlin qui a perdu d'un point. T'aurais vu le match, toi, Romain? Non, malheureusement, j'ai été focus sur d'autres rencontres, même si je suivais du coin de l'œil. Euh, que dire, encore raté, malheureusement, malgré un match de l'énorme Mustapha Fall, qui est clairement l'homme de ce début de saison du côté de l'Asvel. Malheureusement, ça s'essouffle à chaque fois en fin de match. On sait que ben, l'Asvel est pas mal bougé à cause du Covid. Les matchs sont annulés, les joueurs ont été frappés de plein fouet par tout ça, donc ça manque de rythme, ça manque de liant. Voilà, donc encore raté, j'ai envie de dire, alors que ça aurait été bien de prendre ce match contre Berlin qui est aussi diminué, qui a une équipe plutôt jeune. Malheureusement, ben, ça passe pas, quoi. Ça passe pas. Pour ma part, moi, j'ai regardé le Real Madrid jouer contre le Maccabi. Je sais pas si d'autres personnes ont vu le match. Ouais, j'ai C'était vu un une bout. rencontre assez intéressante, 79-63 victoire du Real. J'étais assez curieux de voir en fait le Real Madrid jouer parce que j'étais pas vraiment convaincu par leur niveau depuis le début de la saison. Et alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu des petits changements de fait, notamment Gabriel Deck, qu'on n'avait quasiment pas vu depuis le début de l'année, qui là s'est vraiment transcendé et a fait un très bon retour avec 16 points. Plus de collectif, je trouvais que le ballon était plus en mouvement, une belle fluidité, à l'image d'ailleurs de Campazzo qui nous sort un match superbe à la passe, 12 passes décisives pour lui. Et puis le Maccabi qui prend encore une défaite dans les dents. Le Maccabi, c'est compliqué, je trouve. Il y a une grosse difficulté en termes d'inspiration collective. Ça repose beaucoup sur les coups d'éclat de Wilbekin. Et j'ai une petite statistique. Ils sont à 3 victoires, 7 défaites au bilan comptable. Et sur les 7 défaites, il y en a 6 qui ont été de 4 points ou moins. Ouf, ça Donc fait mal, ça. c'est une équipe qui perd toujours sur les fins de match un peu compliquées, qui a du mal à finir, et dès que ça se resserre, en général, ben, on prend la solution de facilité, j'ai l'impression, et on met la balle dans les mains de Wilbekin pour qu'il fasse la différence. Mais face à un collectif comme celui du Real, ça suffit pas. On le verra notamment dans la journée suivante, ça a été compliqué pour eux. Il y a aussi Baskonia qui a mis un blowout à Fenerbahçe, 86-68. Que dire de cette équipe de Vitoria qui vraiment est d'une inconstance incroyable. Bah,
pour Vitoria, c'est un petit peu la discussion qu'on avait eue en off entre nous. C'est qu'à un moment donné, il fallait faire des ajustements. Euh, on a bien vu que Henry pouvait pas tout faire tout seul. Et là, cette semaine, alors je sais pas, Ivanovic a dû discuter avec ses troupes et son staff. Et d'un coup, on a un Vitoria complètement transformé avec les deux joueurs qui, lors des premiers matchs, étaient un peu plus impliqués. C'était Peters et Giedraitis qui, au fur et à mesure, avaient un petit peu disparu. Et là, finalement, c'est eux qui reviennent au top niveau. Peters a fait un match extraordinaire. Voilà. Henry s'est concentré sur ce qu'il avait à faire, la création, la passe, ça a bien fonctionné. Donc voilà, et puis bon, le Fenerbahçe, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'expression un être vous manque et tout est dépeuplé, ça fonctionne bien parce que du coup, il n'y a pas Nando et il galère grave quand même. C'est clairement ça. C'est vrai qu'on a eu des résultats assez intéressants. Est-ce que vous avez vu la perf du Bayern qui a été s'imposer à l'Anadolu Efes? C'est un club qui surprend en ce début de saison. Alex, est-ce que tu as pu voir le match? Je n'ai pas pu voir le match du Bayern, mais j'en avais vu quelques-uns auparavant. Le Bayern qui fait partie des vraies révélations sur cette saison quand on voit le contraste qu'il y a par rapport à l'équipe qui évoluait la saison dernière en Euroleague. Hein. C'était parmi les mauvais élèves dans le bas de tableau. Je voyais ça d'un œil un peu global par rapport au changement d'entraîneur qu'il y a eu cet été. Et Andrea Trinchieri, pour moi, reste la meilleure recrue, si ce n'est l'une des deux meilleures recrues, en tout cas, de l'été avec Jasikevičius à Barcelone. Je trouve que d'avoir pu engager ce coach-là dans un club, le Bayern, qui était déjà très, très, très bien structuré, organisé, c'était une vraie valeur ajoutée et on voit les résultats d'entrée. C'est un chef d'orchestre, Trinchieri, méticuleux dans le détail, parfois sans doute avec le brin de folie même nécessaire. Il peut y avoir un joueur différent qui brille tous les soirs. C'est un collectif cohérent. Alors que pourtant le Bayern ne possède pas le plus gros budget de l'Euroleague, loin de là. Mais il y a des très très bons joueurs dans cette équipe, à l'image de Lucic. Mais surtout, il y a vraiment de la cohésion quand je vois des Wade Baldwin, des Jalen Reynolds ou même un Paul Zipser qui apporte plutôt bien dans ce qu'il doit faire sans trop en faire, justement. Je vois que Trinchieri maîtrise tout à la perfection, encore une fois. Hein. C'était déjà le cas à Bamberg, puisqu'il s'était clairement révélé dans un autre club allemand qu'il avait couronné. Mais de s'être intégré aussi vite dans la maison bavaroise au niveau Euroleague comme ça, Trinchieri, voilà, encore une fois, m'a agréablement surpris et pour moi, ça reste l'un des tacticiens et même manager, vraiment au sens manager par rapport à ses joueurs, parmi ce qui se fait de mieux en Europe actuellement. Oh, pardon, je parlais encore une fois avec le micro coupé. Je disais que j'aimais beaucoup ce coach-là. Je trouvais qu'il était très juste et que même pendant ses temps morts, ses interviews, il arrivait à faire passer les bons messages. Et je trouve que quand même, c'est un coach qu'on sous-estimait un peu. Je suis un peu dégoûté parce que étant supporter du Partizan, j'aurais bien aimé qu'il reste un peu. Mais avec une proposition comme ça, il pouvait que monter à l'étage supérieur. De l'autre côté, on a vu, on va pas s'étaler là-dessus avec Mathieu, on aime beaucoup Milan, mais le Milan qui s'est fait, on va dire, un peu surclassé par l'Étoile Rouge de Belgrade, une Étoile Rouge qui est assez intéressante en ce début de saison, et j'aimerais bien voir s'ils atteignent les playoffs, ce qui serait juste incroyable. J'aimerais beaucoup avoir des clubs qui confirment, comme le Bayern, comme l'Étoile Rouge, en allant chercher les playoffs en cette fin de saison. Enfin, si elle peut se terminer. Mathieu, tu passes à la journée 10? Ouais, c'est parti. Vamos.
Alors, sur la journée 10, on a eu une superbe affiche entre le Bayern et le CSKA Moscou qui s'est soldée par une victoire des Moscovites 89-81. Le Panathinaikos a joué contre le club de Vitoria. Vitoria s'est imposé 93-72. L'Anadolu Efes a mis une rouste au Khimki Moscou 105-77. On notera également la rencontre entre l'Alba Berlin et le Zénith Saint-Pétersbourg conclue par une victoire du Zénith 73-66. Milan, on en parlait, ont réussi à se rattraper sur la fin de semaine avec une victoire face au Žalgiris Kaunas 98-92. Le Real s'impose face au Fenerbahçe 94-74. Le Barça, qui n'avait pas joué lors de la 9e journée, s'est imposé face à l'Étoile Rouge 76-65. Valence remporte de peu sa rencontre face au Maccabi 82-80. Est-ce qu'il y a des matchs qui ont retenu votre attention, les gars ? Juste un, c'est le Maccabi qui perd de justesse contre Valence et la furie de Wilbekin qui a fait un peu le tour de la planète basket, qui a failli déchirer son maillot et qui file au vestiaire la rage au ventre. Et ça en dit long sur cette équipe du Maccabi qui, pour moi, à l'intérieur, est encore trop légère face à des grosses équipes comme Valence avec des intérieurs durs au sol et surtout constants. Bender ou Zizic, pour moi, c'est pas encore adapté à l'Euroleague actuelle. Ouais, puis je trouve que c'est un effectif qui finalement a des vraies qualités intrinsèques parce qu'il y a des joueurs talentueux, mais je trouve que ça manque de fluidité collective. Moi, c'est vraiment ça qui me marque, c'est qu'il y a assez peu de passes, c'est quand même beaucoup d'isolation, ça dribble énormément finalement et ça va chercher les paniers en soliste. Ouais, c'est pas super beau à voir. Je sais pas quel est votre avis, les gars, mais j'ai du mal avec le Maccabi et leur manière de jouer en ce moment. Bah, clairement, et puis là, c'est le premier match de la semaine contre le Real, ils font que 8 passes décisives en 40 minutes. Enfin, voilà, ça illustre très bien là où on est le Maccabi pour l'instant. Et contre une équipe de Valence où bah, ça joue bien, c'est sympa à regarder, où tu as des bons joueurs dans le 5, mais aussi sur le banc. Mais ça résiste pas parce que comme tu l'as dit un tout petit peu tout à l'heure, c'est que Wilbekin est souvent obligé de faire exploit sur exploit afin de mettre le Maccabi dans les meilleures conditions, sauf que le bonhomme il peut pas faire tout seul. Zizic est assez régulier, mais comme tu dis, il peut pas jouer 40 minutes non plus. Bender, pour l'instant, il est méconnaissable. Là, pour l'instant, il n'est pas du tout au niveau. J'ai un gros doute sur le Maccabi cette saison. Voilà, j'ai très clairement. Par contre, Valence continue, moi, de me régaler. Hein. S'il y a bien une équipe que j'essaye de suivre à mort, c'est Valence parce que il y a des solutions partout. Et Dubljevic est en train de diminuer son apport offensif, mais par contre, en termes de passes, etc., il régale, il sait se réinventer, il sait aider le collectif sans en faire trop. Prepelic, il est en train de monter en régime, et Derrick Williams en 6e homme, ça lui va très bien dans ce collectif, c'est un régal. Ça se sentait un peu au vu de leur recrue de cet été. Moi, je me suis dit tout de suite, c'est juste ce qu'il fallait. Et c'est vraiment appréciable de les voir jouer comme ça, que ce soit en Liga ACB ou en Euroleague, ils me régalent. Pour moi, c'est mon équipe coup de cœur de ce début de saison. Est-ce que quelqu'un a pu voir la victoire du Barça face à l'Étoile Rouge? Parce que quand je regarde le Barça, je me dis, c'est bon, donnez-leur tout de suite une place pour le Final Four. On peut déjà s'arrêter là et on va dire verrouiller cette place-là. Je les trouve juste incroyables. Enfin, injouables. Alex, est-ce que tu as vu le match? Non, j'ai pas pu voir ce match-là non plus. Après, voilà, le Barça, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure sur Trinkieri. Hein, c'est la patte Sarunas Jaskevičius qui est la meilleure recrue de l'été pour moi parce que c'est ce qui manquait fatalement à Barcelone ces nombreuses précédentes saisons où le Barça court un petit peu après un troisième titre d'Euroleague depuis un peu trop longtemps. Les Catalans, ils ont tout simplement pris le meilleur coach sur le marché.
quelqu'un qui connaît la maison, quelqu'un qui a une mentalité de vainqueur. Ils ont su garder leurs pièces essentielles, toucher un petit peu l'effectif, mais sans trop le bouger. Mirotic, forcément, qui est là, qui survole, hein, j'ai envie de dire, cette Euroleague, tellement il est facile dans les matchs. Mais oui, le Barça est aujourd'hui le grand favori de l'Euroleague. Très peu d'équipes peuvent se targuer de suivre ce rythme-là. Je pense que ça se jouera, comme d'habitude, un petit peu entre le Real et le CSKA, puisque Fenerbahçe, suivant la situation avec Nando, n'est plus du tout la même équipe. Donc Barcelone a une voie quand même, je trouve, assez ouverte cette saison pour aller chercher le trophée. Ouais, moi je suis toujours impressionné par le niveau de cette équipe. C'est incroyable. En plus, ils sont capables de mettre des blowouts très vite parce qu'ils creusent l'écart d'entrée de jeu dès le début de la partie. Et les joueurs sont ultra bien rentabilisés. Là, je regarde, Mirotic a joué 23 minutes, il a marqué 23 points. Un point la minute. Et puis on voit Pierre Oriola également qui peut hériter de temps de jeu. Et à chaque fois, voilà, avec ces blowouts, ça permet aussi de faire rentrer un petit peu sur le terrain les joueurs de fond de banc qui eux aussi engrangent de l'expérience et seront probablement prêts lorsque les playoffs vont commencer. Ah, ils ont un effectif pléthorique, hein. Sur le papier, rien que la feuille de match, c'est monumental, hein. Quand on voit le nom des remplaçants, même un Smith, Roland Smith, le laiton qui joue un peu backup de Mirotic, il se retrouve à marquer plus de points que Mirotic lui-même sur le match, tellement le blowout, comme le disait Mathieu, arrive vite. Et le laiton se retrouve à jouer avec beaucoup plus de minutes sur le parquet et ça n'empêche pas Barcelone de gagner avec un large avantage, mais surtout ça a le mérite bien de concerner tout le monde et c'est ça qui est assez important dans ces grosses écuries, c'est que tout le monde se sente concerné. Et là c'est le cas et avec Jasikevičius on élimine au fur et à mesure tout ce qu'il y avait comme point faible au niveau du Barça ces dernières saisons. Mais juste pour terminer là-dessus, c'est que le Barça a toujours eu des très très bons joueurs. Mais le Barça, ces dernières saisons, a sans doute manqué de réalisme au niveau de ses dirigeants. Pour moi, c'était vraiment leur point faible sur ces dernières années où ils sont repassés dans l'ombre du Real, etc. Et là, ils ont enfin fait le coup qu'il fallait. Et je pense qu'avec cette stabilité-là, avec Jasikevičius, on est parti non pas pour une grande et belle saison, mais pour plusieurs, quoi. C'est limite une parole d'évangile ce que tu viens de nous dire parce que je le partage et je l'ai vu et même chez nos copains espagnols ils le disent. Avant que Pesic arrive et je crois en comprenant la première année de Pesic, le Barça avait utilisé 60 joueurs sur 3 saisons. C'est juste gigantesque. Il y avait eu l'imbroglio avec Tyrese Rice alors qu'on pensait qu'il allait être le nouveau leader de l'équipe. Et là, on a réussi, en recrutant 15 joueurs, mais avec un coach de grande qualité, à faire quelque chose de juste magnifique. Et ça fait plaisir de les revoir au plus haut niveau. Et j'en discutais la dernière fois avec même des fans du Real qui nous disent, voilà, on a maintenant un vrai classico. Et ça fait vraiment du bien. T'as commenté un match cette semaine, Alex? J'ai commenté le match de l'Asvel, du coup, mercredi. D'accord. J'ai commenté Ok. le match de l'Asvel, donc forcément, on va pas revenir dessus, mais oui, ça manque d'une vraie hiérarchie derrière Mustapha Fall qui est le seul à surnager. Ça manque d'une hiérarchie au niveau de l'attaque pour trouver de l'alternance, parce que malheureusement les shooters villeurbanais sont dans un très très gros trou de confiance. Le match à Berlin, c'est une défaite qui fait très 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 mal à tous les niveaux, qui fragilise encore plus le début de saison. Et ouais, et après je retrouve pas non plus comment dire, les valeurs défensives que l'Asvel pouvait montrer la saison dernière sous Zvezdan Mitrovic. Et quand je cite Zvezdan, c'est même pas pour lancer l'hypothétique débat
du changement de coach, etc. Mais c'est cette base-là défensive qu'avait instauré Zvezdan Mitrovic la saison dernière a fait que l'Asvel a pu rentrer en Euroleague sans boire la tasse, a pu s'offrir des vrais matchs de prestige à la maison avec des victoires qui comptent pour véritablement lancer leur saison. Et là, en fait, le problème, c'est que c'est une spirale négative qui va se poursuivre et cette défaite à Berlin sur un match où c'était clairement prenable pour l'Asvel, puisque pour moi, Berlin est l'équipe la plus faible de l'Euroleague, avec peut-être l'effectif villeurbanais, en tout cas sur le papier. Et ouais, cette défaite-là, ça va malheureusement marquer les esprits. Ouais, elle fait du mal. C'est dommage parce qu'on parlait de l'année dernière avec cette grosse défense qui, en plus avec le public, c'était juste magnifique, les victoires de prestige qu'il y avait eu. Et cette année, on a l'impression qu'en attaque, c'est un peu bloqué, comme tu le disais. Du coup, quand on a entendu que Mike James était peut-être partant du CSK, avec Mathieu, Romain et Olivier, on avait lancé un pot commun pour essayer de le faire venir. On avait rassemblé que 300 €, donc c'était un peu juste. Mais bon, au Mais cas vous où les étiez parti dirigeants. sur la bonne voie, parce qu'il n'y a que l'argent qui peut l'attirer, du coup. Hein, Honnêtement, je le connais pas assez, je vais pas me permettre, mais oui, s'il y a que l'argent, ouais, parce que je pense pas qu'ils viennent pour visiter Lyon. C'est vrai. Et il reste Et vu la souvent semaine mal qui en vient de place au même sortir, endroit, hein, Mike James. Il a la et bougeotte, vu ouais. la semaine qui vient de sortir là au CSK, je pense qu'il va rester encore un petit peu. Ouais, si tu veux nous en parler, c'est vrai qu'il a fait un gros chantier avec des paniers juste incroyables. Oh là là, moi j'ai regardé le match entre le Bayern et le CSK, donc victoire du CSK à 89-81. C'était un match qui me plaisait déjà sur l'affiche parce qu'on a vraiment deux belles équipes dans la compétition et j'avais toujours cette petite appréhension sur la qualité de jeu proposée par le CSK. Et je trouve que là, ça y est, ils ont trouvé leur rythme. Je trouve que Milutinov a été bien utilisé cette fois-ci, ce qui n'était pas toujours le cas. Mike James, j'avais un petit peu peur effectivement de sa situation dans le club, notamment par rapport à sa relation avec Itoudis. Et alors là, super, super agréable à regarder. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup à la base. Et là, j'en ai clairement eu pour mon plaisir. Malgré tout, je retiens aussi que le Bayern, finalement, on en a déjà parlé, mais ouais, c'est costaud, c'est très costaud, ça lâche rien. C'est une équipe qui a un vrai potentiel et effectivement, Trinkieri est juste génial dans la gestion de son effectif. Et moi, ce que j'aime, c'est cette capacité toujours à lancer un gars dès que ça va un peu moins bien et le mec, c'est toujours une bonne pioche en fait. Toutes ces entrées de joueurs, elles sont toujours intéressantes, elles sont pertinentes. Un joueur comme Zipser, qui n'est pas forcément titulaire sur les débuts de match, mais qui les finit souvent très bien. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est clair. La particularité du Bayern, on en a parlé, c'est la défense. Et quand j'ai vu comment il trappait de manière super intelligente, notamment Shengelia, et derrière en contre-attaque, ça partait très très vite et il faisait souvent les bons choix en transition. C'est une équipe qui m'a régalé. Romain, t'as observé un match en particulier cette semaine? Clairement, j'en ai vu pas mal. J'en ai vu 4 ou 5. Et encore, j'ai pas vu forcément tous ceux que je voulais voir. Et t'as des journées de plus de Force, 24 heures ou comment ça se passe? on fait avec, on essaye, on essaie de caser ça dans la nuit. Mais non, j'ai vu le Barça contre l'Étoile. Tout a été plus ou moins dit. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir et qui m'impressionne beaucoup, c'est Jasikevičius. Enfin, il, c'est un assassin en fait. Il est froid comme une lame et il est parti pour botter les fesses de tout le monde en Euroleague. Il a un objectif et même à plus 20, plus 30, il gueule sur ses joueurs pour les replacer en défense. Enfin, on sent que voilà, il a la main sur son groupe et que tant qu'il aura pas ce qu'il veut, c'est-à-dire la coupe, bah, il s'arrêtera pas. Et c'est flippant parce qu'on est qu'à 10 journées et il est déjà comme ça. Donc, j'en redemande en fait. Et pourtant, j'aime Vitoria et s'il faut choisir, je préfère le Real au Barça. Mais enfin, là, cette saison, on ne peut que adorer cette équipe avec le coach, quoi. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Donc, j'ai vu celui-là. J'ai vu Milan contre le Zalgiris. Ah, parlons-en. Désolé Coco, hein, mais moi, Milan, ça m'impressionne toujours pas. Hein. Ça m'impressionne toujours pas. Je suis désolé, je sais que j'ai titillé là-dessus, mais euh, si dans ce match, t'enlèves les deux grosses performances individuelles de Punter et de Ledé, Et ils étaient de euh, retour aussi. ouais, ils étaient de retour. Bah, Punter, c'est son deuxième match de la saison en Euroleague et il finit à 29 dévals, 22 points.
Et franchement, si tu les enlèves de l'équation, l'équipe a du mal. Elle a du mal. Et pourtant, le Zalgiris, en ce moment, c'est pas fou. Il y a un petit creux. Ils ont fait un super début de saison. Là, ils sont dans une période où la surprise fait moins son effet. Donc, les coachs en face sont plus au courant de comment ils jouent. Le Zalgiris, cette saison, ils avaient un système un peu de référence où ils enchaînent les end-off et puis après, il y a un espèce de gros pic central où Walkup peut s'amuser autour. Là, il passe beaucoup moins. Il passe beaucoup moins, voire on le voit quasiment plus. Et Milan a fait des hauts, des bas dans ce match, laissant le Zalgiris revenir, passer devant. Ils reprennent un peu la tête, mais souvent sur des exploits individuels. Donc ils s'en sortent de justesse cette fois-ci. Donc à voir, à voir. Mais voilà, j'ai vu Milan, j'ai vu Barcelone, j'ai aussi vu Valence, mais Valence, on en a déjà parlé. Et puis le Baskonia parce que c'est Vitoria, quoi. Mais voilà, pour celui qu'on n'avait pas parlé encore, Milan, ouais, j'ai toujours pas cette sensation d'être ébloui par Messina et par son effectif. Ok, bah c'est cool, comme ça on pourra s'écharper sur les prochaines émissions. Parce que tu sais, la dernière fois j'y pensais, et je me disais, voilà, je suis un peu esselé dans cette émission, c'est toujours pareil, c'est toujours moi qui défends l'Olympia Milano, parce que c'est mon club de cœur. Mais je sais pourquoi, c'est parce que moi je la regarde en Lega A, et quand je les vois juste détruire tout le championnat, bah forcément, quand je les vois en Euroleague, je suis un peu influencé. Donc voilà, je comprends mieux. Donc je m'offre le bénéfice du doute, et je te dirai simplement, on se verra en fin de saison. Mais messieurs, quand on lit aussi la préparation de la saison d'Ettore Messina avec Milan cette saison, et c'est peut-être juste euh, un avis de ma part, mais moi j'avais clairement l'impression qu'Ettore Messina voulait appuyer sur justement le championnat italien, qui était, j'ai même compris ça, hein, une priorité au-dessus de l'Euroleague pour la maison milanaise, parce que bah oui, ça fait plusieurs saisons que Milan, qui est censé dominer ce championnat de la tête et des épaules, bah, n'y arrive plus. Il y a une vraie perte de vitesse. On parlait des mauvais choix des dirigeants de Barcelone ces dernières saisons. Bah, je pense qu'on peut les rajouter à Milan aussi sur les dernières saisons. Ça a toujours été une déception en Euroleague sur cette décennie. Là, il y a un effectif pléthorique, il y a un coach confirmé. Donc c'est vrai que les attentes sont énormes en Euroleague pour Milan, qui légitimement sur le papier peut se targuer d'être dans les 5-6 meilleurs effectifs. Mais moi, de la lecture que je fais d'Ettore Messina, la Lega est clairement, j'ai l'impression, son objectif primaire pour lui d'abord, et ensuite à voir ce que cet effectif peut aller chercher en Euroleague avec des joueurs expérimentés. Mais j'ai toujours eu cette sensation-là. Je la partage un peu. C'est vrai qu'au vu de la préparation et des messages qu'il avait laissés en conférence de presse, c'était pour moi assez évident cette volonté de vouloir s'installer, notamment avec la Virtus qui revenait, des clubs qui se sont installés. Il y a Venise, il y en a plein d'autres. C'est devenu une importance assez importante pour Armani et donc du coup pour Milan. Je pense que s'ils arrivent à aller plus loin en Euroleague, donc déjà les playoffs, ce serait déjà bien, mais en plus de reconquérir ce titre, on sait déjà que là, ils viennent de gagner la Super Coupe d'Italie. Ce serait un beau tour de force de la part de Messina. Et là, on pourrait dire que enfin, Milan est de retour. Ouais, et puis juste pour rajouter, quand vous voulez gagner l'Euroleague, si vous regardez sur ce qui se fait de mieux, bah, vous devez d'abord dominer votre championnat avant de vouloir dominer l'Europe, hein. Quand vous voyez les résultats du Real, ou les résultats de Fenerbahçe en Turquie ou du CSKA Moscou en VTB League, bah voilà, les derniers champions, ce sont des équipes qui dominent d'abord outrageusement leur championnat et qui ensuite imposent leur loi en Europe. Et si Milan veut peut-être arriver à ses fins au Final Four et retourner au Final Four, bah ouais, il va peut-être falloir d'abord dominer dans son propre championnat. Ah, c'est un petit débat qu'on pourrait se faire à l'occasion. Est-ce que la licence A de Milan est en péril depuis le retour de la Virtus? Ça pourrait être marrant. Est-ce qu'on passerait pas au programme de la semaine prochaine avant d'attaquer notre petit débat? Alex, vous allez passer quel match sur RMC? Et puis, si oui, bah, quel match tu vas commenter? Alors,
Déjà, premièrement, tous les matchs vont passer sur RMC comme depuis le début de saison parce que ils sont tous diffusés en fait sur les canaux additionnels et certains sont donc du coup commentés. La semaine prochaine, c'est un peu light parce que il y a beaucoup de Ligue des Champions et de Ligue Europa au niveau du foot, mais les matchs de basket pour l'Euroleague notamment seront bien là sur les canaux additionnels et il y aura un match commenté par Nicolas Bayou et Stephen Brun vendredi prochain parce que c'est un match 5 étoiles pour l'Asvel. Malgré la crise, c'est la réception du Barça et ça sera vendredi prochain. Ok, top. Bon, ils peuvent le faire, ça peut être intéressant. Je leur Euh, souhaite. ah ouais, on croise les doigts pour eux parce qu'en plus, c'est avoir en plus deux commentateurs comme ça, il y a moyen qu'ils nous transmettent des émotions assez Oh incroyables. oui, ça c'est sûr. Du coup, la semaine prochaine, c'est la journée 11 et on va se retrouver avec des grosses affiches. Je commencerai tout de suite par CSK Real Madrid. Je crois que voilà, je l'ai noté dans mon calendrier. Ça va être un match que je vais me faire tranquillement. Alors, je vais me le regarder du coup en différé, mais voilà, je vais éteindre Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez parce que je vais avoir le suspense du match. On aura également Étoile Rouge, FS Istanbul, Žalgiris Kaunas, Zénith Saint-Pétersbourg, Alba Berlin, Khimki Moscou, Olympiakos, Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Milan, encore une affiche intéressante. Fener contre Valence, belle affiche également. Et Panathinaikos, Bayern. Et bien sûr, comme on l'a dit, Lyon-Villeurbanne, Barcelone. Messieurs, est-ce qu'il y a une affiche qui vous hype, comme on dit, un peu plus que les autres? Le CSKA contre le Real, c'est quand même une belle affiche, faut dire. Et puis voilà, je pense qu'en plus, on va vraiment avoir du suspense sur ce match. C'est pas du tout joué et dur de prédire finalement qui sortira vainqueur. J'aurai quand même aussi un regard attentif pour l'Asvel face au Barça parce que ça va être un vrai défi. Ouais, c'est deux belles affiches, ouais, effectivement. Et toi, Romain, tu vas poser ton regard sur quel match? Je vais être un peu plus original, même si forcément le CSK Madrid va beaucoup m'intéresser. J'ai bien envie de voir l'Olympiakos contre Vitoria, juste pour voir comment Ivanovic va essayer de contrôler Hassan Martin. Parce que du coup, on voit que Vitoria, c'est un petit peu léger. Enfin, léger. Le secteur intérieur, c'est des profils qui se ressemblent assez. Diop est long, mais très fin, il s'écarte un peu. Jekiri est pas forcément super en forme en ce début de saison. Du coup, j'ai bien envie de voir comment ils vont essayer de défendre sur Hassan Martin, qui lui, depuis le début de saison, il fait sa place dans la raquette et il use les défenses, comme j'ai déjà pu le dire. Donc ouais, j'ai bien envie de voir celui-là. Et puis, je veux voir si l'étoile rouge va continuer d'être le poil à gratter. Tu sais à quel point ça me coûte de dire ça. Et ce qui Euh, supporte le partisan. ouais, c'est dur à dire, mais Jordan Lloyd nous doit une revanche parce qu'il est passé complètement à travers contre Barcelone. Il était, euh, il était, euh, il était hors de son basket, il était complètement à côté. Du coup, il nous doit une revanche et son duel, si Shane Larkin est là, ça va être très intéressant, le duel de scoreurs. C'est clair. Il y a un match aussi qui retient mon attention. Alors, je ne sais pas si tous les trois vous allez être d'accord avec moi, mais j'aimerais bien voir Reynolds du Bayern face aux deux grands du Pana, que sont Mitoglou et Papagiannis, parce que je le trouve terriblement affûté, terriblement, on va dire, versatile en ce début de saison, actif, rapide, et face aux deux grands du Pana, j'aimerais bien voir comment il va faire, parce que ça va être une opposition de style vraiment intéressante. Ouais, ça peut être intéressant. Puis, ça sera intéressant de voir aussi si le Pana arrive à prendre un match parce que ils sont sur un très mauvais départ. J'avais lu que c'était l'un des pires départs depuis plus de 10 ans pour le Panathinaikos dans la compétition. Donc, ça serait bien de se rassurer aussi en prenant une victoire un peu référence, comme face au Bayern, justement.
Ouais, il y a des choses pas mal à voir. Bon, on a fait un peu le tour de cette journée 11. Est-ce qu'on passerait pas au débat? Parce que là, on va pouvoir profiter des lumières d'Alex, puisque ce débat, il est simple. C'est après cette free agency NBA, bah, quel joueur de NCAA, de NBA ou même d'autres joueurs d'autres championnats, je pense à l'Australie, la Chine, peuvent débarquer en Europe? C'est vraiment un sujet qui nous passionne chaque année et qui peut modifier un effectif pour leur permettre d'aller jusqu'au titre ou au moins de se faire une place dans les playoffs. Et je serais curieux d'avoir vos avis là-dessus, parce que moi, je suis un fan de transfert. Donc voilà, si vous avez des noms, allez-y, et puis on va échanger là-dessus. Je te laisse commencer, Alex. Alors, bon, du coup, moi, j'ai pas les numéros de téléphone de tous les agents, donc pour essayer de deviner, ça va être Si chaud. seulement. Non, après, c'est peut-être plus des coups de cœur, comme j'avais pu en parler avec Romain, des coups de cœur qui mériteraient en tout cas de pouvoir démontrer tout leur talent en Europe. J'étais un peu surpris, mais agréablement surpris. J'allais vous parler de Peyton Pritchard, le meneur d'Oregon, qui pour moi est un des meilleurs joueurs universitaires que j'ai pu voir à l'œuvre ces dernières saisons. Bon, finalement, il a été pris carrément au premier tour de la draft par Boston, mais c'est clairement un garçon il y a 2 ans. Je vous aurais dit, mais il va être fabuleux sur le circuit européen. Et bah voilà, tant mieux pour lui, et tant mieux pour lui. Il aura une place, il va être coaché par Brad Stevens, donc c'est tout le bonheur que je lui souhaite et qu'il mérite. Mais ouais, c'est un garçon que j'aurais adoré voir en Europe. Au niveau des petites interrogations comme ça, c'est vrai que la plupart des joueurs ont signé des contrats, des two-way contracts ou des Exhibit 10 même, donc c'est difficile de se faire une idée. Je sais qu'avec les amis du podcast Envergure, on rigolait sur le nom de Mamadi Diakité, le champion universitaire avec Virginia, mais finalement, là, il y a quelques heures, il a signé un two-way deal avec Milwaukee. Euh, Si je dois balancer des noms comme ça, en fait, c'est plus des garçons qui sont en ce moment en train de devoir faire leur preuve et tester pour voir s'ils vont pouvoir accrocher la NBA. Mais voilà, des Marcus Howard, Yoeli Childs, par exemple, ce sont des garçons qui n'ont pas été draftés, qui étaient peut-être attendus à la draft, qui ont fait des très très beaux parcours universitaires euh, en faisant leur cursus complet en plus, parce que la plupart sont des seniors, la plupart des noms que j'ai énumérés, et un garçon, une sulfateuse comme Marcus Howard, qui était à Marquette, l'ancienne fac de Dwayne Wade ou Jimmy Butler. Moi, je trouve qu'il a un potentiel énorme pour venir canarder en Euroleague. Il a un poignet absolument incroyable. C'est un garçon qui tournait à presque 30 points de moyenne avec Marquette. Il a toujours eu le problème de taille collé à son étiquette pour pouvoir être drafté ou non. Et je sais pas, je trouve que son profil correspond exactement au profil qu'affectionnent particulièrement les équipes grecques ou les équipes allemandes sur ce genre de shooter un peu électron libre. Qui en plus peut shooter soit après dribble, soit en sortie d'écran, capable de faire du catch and shoot. Si vraiment ce garçon-là qui vient de rejoindre Denver sur un two-way contract n'arrive pas voilà, à percer en NBA, je serais pas surpris de le retrouver en Europe dans quelques mois. Ah, c'est cool, c'est cool. Je suis pas si mauvais que ça parce que moi j'y ai pensé aussi à ce garçon parce que je l'avais vu mettre 38 points une fois et il m'a choqué et je le voyais ouais, exactement en rôle tu vois, reprendre un peu le rôle de Mike James au Pana, ce genre de choses. Je sais pas si vous l'avez vu jouer les copains, mais il a du flow ce type. Je sais pas comment le dire, mais moi il m'a touché quoi. Ouais, je suis d'accord, je l'avais aussi dans ma liste, comme quoi il a vraiment marqué l'université de son passage. J'ai regardé des vidéos, enfin, j'ai vu Mike James avec 5 cm de moins et portant un maillot n'importe lequel, je lui donne n'importe quelle équipe, mais juste enquiller les points enfin, c'était impressionnant. Je l'avais dans ma liste tout de suite. Vraiment, ouais, celui-là, j'aimerais bien le voir en Europe assez rapidement, assez rapidement, ouais. Ouais, il fait kiffer.
Alex, qu'en est-il pour toi de Kylian Tilly? Parce qu'on a vu qu'il s'était fait drafter au deuxième tour de draft. Si ça marche pas, on ne le souhaite pas en tout cas, on le souhaite de Euh, réussir en NBA. non drafté, je crois, hein, Kylian, il me semble. Ah oui, C'est excuse-moi, c'est- ouais, c'est non Ouais, après drafté, ouais, ouais. qu'il rejoint Memphis. Kylian, il aurait très bien pu être dans ma petite liste. De toute façon, sur RMC, on a toujours dit tout au long de son parcours à Gonzaga, c'est un garçon qui a le potentiel NBA. Il a les outils pour se faire une carrière en NBA. Malheureusement, bien sûr, les blessures qui ont souvent freiné son parcours, et ce, malheureusement, depuis très très longtemps, depuis tout jeune, ont peut-être coupé un petit peu dans ce potentiel-là. Maintenant, à Memphis, je trouve que c'est un très bon fit pour lui parce qu'il arrive dans une équipe jeune qui se reconstruit plutôt bien, qui a du star potentiel avec forcément à la main le phénomène Ja Morant, mais surtout il va retrouver son ancien coéquipier de Gonzaga, Brandon Clark, sur ce poste d'intérieur, très complémentaire avec Clark justement. Si Kylian, bon, par malheur, n'arrivait pas à forcer le verrou en NBA, clairement, ce qui lui était prédestiné, même il y a des années, ce serait un garçon qui aurait tout à fait, comme son grand frère, comme Kim, qui aurait toute sa place en Euroleague. Et je pense qu'il y a des équipes d'Euroleague qui garderont un œil, quoi qu'il arrive, sur lui sur les semaines et les mois à venir. En tout cas, on le souhaite de réussir, même si c'est en Europe, c'est un gamin qui le mérite, gros, gros travailleur. Et moi, je trouve que, comment dire, j'ai toujours un peu de palpitant pour ces gars qui sont restés 4 ans à la fac, qui ont fait un cursus complet, parce que je les trouve beaucoup plus matures, beaucoup plus séduisants dans leur jeu que des mecs qui font des one and done et qui quelque part, je trouve que voilà, c'est quand tu fais tes preuves en université, je trouve que ça a quand même plus de charme et ça en dit long sur ton CV. Je Eh ben, je préfère quand suis même. content d'entendre ça. Voilà, je milite pour ça depuis des années. Les C'est gens vrai, qui me ah, je savais disent, même mais pas. je comprends pas pourquoi tu préfères moins un garçon comme ça et tout. Pourquoi tu préfères les seniors Bah voilà, c'est exactement ce que tu viens de dire. Parce que voilà, c'est la passion, l'histoire en elle-même du garçon avec ses hauts et ses bas, qui fait son cursus, qui kiffe sa vie avec ses potes, et limite pas ses coéquipiers, mais ses potes, et qui au final va aller chercher tout simplement du travail comme tout un chacun aujourd'hui, pouvoir aller chercher du boulot, et ouais, c'est une force d'abnégation, et c'est l'exemple typique de ces garçons en 4 années. C'est le cas pour Kylian, c'est le cas pour Marcus Howard, c'était le cas pour Peyton Pritchard tout à l'heure. Voilà, je sais pas, il y a toujours, je suis totalement d'accord, il y a toujours un petit truc en plus chez ces garçons-là. Ouais, ça fait plaisir d'être sur la même longueur d'onde. Mathieu, est-ce que tu avais une tête en NCAA ou en NBA qui n'avait pas trouvé preneur, soit parmi les trades, soit à la draft, que tu verrais bien arriver sur le vieux continent? Alors moi, j'avais justement retenu Kylian Tilly, clairement. Et puis, il a signé son two-way contract, donc effectivement, je lui souhaite le meilleur et j'espère qu'il arrivera à se faire un trou. Par contre, après, il a clairement les compétences pour évoluer en Europe. Il a un Q-basket, il sent le jeu et ça serait super. Ok. Euh, Romain, je sais que tu suis pas mal la NCAA. Je suis curieux d'avoir ton avis. Alors, je suis oui, et je vais dire à cause de notre invité du soir, voilà, qui par ses commentaires m'avait fait bien accrocher à la NCA. Du coup, j'ai une petite liste. Donc, Marcus Howard, on en a parlé. Moi, j'en avais un autre, c'est Devon Dodson, qui lui est arrivé du coup il a un contrat avec Chicago. Je crois il a trouvé un contrat à Chicago. Euh, J'aime beaucoup ce meneur. Euh, Sur les vidéos de scout que j'ai vues, il a une énergie dans les jambes, est capable d'aller défendre, de piquer les ballons dans le dos des joueurs, par exemple au poste bas, d'intercepter. Je l'ai trouvé très intéressant sur ce style de jeu, capable de tirer un petit peu de loin aussi, si je me trompe pas. Du coup, j'aurais bien voulu le voir en Europe. Il y en a un qui est européen aussi. Lui, j'ai vraiment, vraiment envie de le voir revenir. Je l'avais découvert, alors c'était à Limoges sur un championnat du monde des lycées ou un truc comme ça, un championnat du monde scolaire. C'est Omer Yurtseven.
si ça vous dit quelque chose. Ça me dit rien du tout. C'est un intérieur turc qui était à Georgetown cette saison. Et il avait été monstrueux dans les catégories jeunes. Il avait fait des records de points chez les jeunes parce qu'il était ultra dominant. Et du coup, là, j'ai très envie de le voir en Europe. Alors, il a un exhibit 10 avec OKC, si je me trompe pas. Mais typiquement, c'est le genre de mec, j'ai envie de le voir dans la raquette du Fener en ce moment. Voilà, il a quelques moves post bas, il peut shooter à mi-distance, à 3 points aussi. Alors, sur un petit échantillon à Georgetown, c'était 21%, je crois, mais il est réussi à monter à 35-40% aussi. Donc, lui, j'ai clairement envie de rapidement le voir en Europe. Donc je sais pas, enfin je vais continuer ma liste, mais pour l'instant, enfin je vais voir si Alex veut aussi le voir. Yurt Seven? Ouais, par Ah exemple. ouais, carrément, parce que c'est une histoire qui est pas terminée avec ce garçon. Je crois qu'il avait démarré son cursus même à NC State d'abord, avant Oui. de passer à Georgetown. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que ce nom-là revient depuis longtemps dans les noms à retenir du côté des garçons sortis d'Europe. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il a tout à fait une place sur un roster, même peut-être commencer par un gros calibre d'Eurocup. Mais en même temps, quand je vois Johnny Hamilton du côté du banc du Fener, je me dis que Stéphane a tout à fait sa place et qu'il pourrait apporter quelque chose à l'heure actuelle. Donc, non, totalement d'accord avec toi, Romain. Cool. J'en avais un autre. Lui, il a été drafté, mais depuis le premier confinement où je regardais des matchs sur YouTube, enfin, je l'ai découvert, je suis fan. C'est Jordan Nwora de Louisville. Oui, effectivement. Je sais pas, j'aimerais bien le voir en Europe. Il a des qualités athlétiques de fou. Euh, je suis conquis par ce joueur. Voilà, donc lui, c'est un coup de cœur, même s'il est drafté. On verra euh, s'il va faire sa place. Il me semble qu'il est à Milwaukee, mais j'ai vraiment un gros coup de cœur pour lui. Ouais, et puis qui a fait un parcours à Louisville absolument éblouissant, hein. Franchement, année après année, c'était le leader de l'équipe, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Un garçon qui apportait vraiment une intensité folle dans les rencontres, capable d'être vraiment un joueur d'impact en défense. Il a une mobilité de dingue, comme tu disais, il est explosif. Je pense qu'il doit encore travailler peut-être plusieurs aspects au niveau du shoot pour passer ce palier et devenir véritablement un ailier un peu à tout faire, aussi bien capable d'apporter en défense comme en attaque. Mais ouais, il y a client là, clairement. Il y a client. Et pour la NCAA, j'en avais un dernier. Je l'avais vu pareil lors du premier confinement. Il est du côté de Kentucky. Je sais pas du tout si ça va vous parler, peut-être plus Alex. C'est Nate Sestina, le poste 4-5. Il jouait derrière Nick Richards, qui a été drafté par les Hornets. Lui, il a trouvé un exhibit 10 aux Nets, il me semble. Et du coup, je sais pas, j'ai trouvé que typiquement, c'était un profil qui pouvait bien coller avec l'Europe. Ouais, Voilà, il s'est enfin échappé de prison, donc c'est plutôt bien. Il est sorti de la prison Calipari à Kentucky. donc, donc effectivement, il peut peut-être commencer à respirer, voilà. Ah, c'est clair que c'est un joueur intéressant, j'aime beaucoup. Je suis désolé, ça me revient toujours ce goût amer en bouche quand on parle de potentiel et qui atterrissent à Kentucky et voilà, suivant le plan de jeu politique, j'ai envie de dire, bah, on a affaire à une bonne flopée de gamins très talentueux souvent qui vont passer 3 ans sur le banc et puis qui la quatrième vont essayer soit de transférer ailleurs, soit d'attendre encore quelques mois pour signer professionnel. C'est malheureusement en termes crus et exagérés, mais c'est malheureusement souvent le cas avec Kentucky. Alors que je souhaite le meilleur à notre représentant français, Olivier Sarr, pour la nouvelle saison qui arrive, mais je pense qu'il aura des minutes, en revanche. On croise les doigts pour lui, ouais, carrément. Mais j'avais pas cette vision-là, tu vois. C'est marrant parce que je suivais davantage avant. Mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai qu'il y a quelques mecs comme ça
qu'on a vu disparaître. Et moi, ça m'énerve ce genre de choses. Bah, Parce que je voyais vraiment Kentucky, tu vois, comme le truc de on prend les meilleurs joueurs. Et au final, voilà, on veut juste qu'ils fassent drafter haut. Et ça me fout un peu les boules d'avoir ce constat-là, quoi. après, on est content de voir un Alex Poyfres, par exemple, Mm. au Zénith en Euroleague, qui montre que voilà, il a le niveau pour être parmi les très bons joueurs européens. Et bon, c'est un garçon qui avait la confiance de Calipari à l'époque à Kentucky, mais ouais, il y a eu quelques ratés malheureusement entre-temps, quoi. Mais pour revenir sur Dodson tout à l'heure, c'est effectivement un prénom intéressant parce que c'est un garçon effectivement qui a beaucoup de vitesse et qui a un gros moteur voilà, dans son jeu, qui étrangement entrait dans une ligne au profil similaire de deux garçons qui l'ont précédé à Kansas, Frank Mason qui est en NBA et Devontae Graham qui est en NBA et on sait de quelle manière avec Charlotte. Dodson, je pense, peut-être était un cran en dessous par rapport à ces deux garçons-là vis-à-vis de ce qu'il a démontré sur son cursus. Mais en revanche, effectivement, ça paraît être un profil très intéressant pour le continent européen. S'il y arrive vraiment, je serais ravi parce que lui, j'ai vraiment bien accroché aussi. Alex, est-ce que j'ai un profil là, mais je le connais un peu moins, peut-être que tu vas pouvoir nous dire, mais qu'est-ce que tu penses de Miles Powell de Seton Hall? Ah, eh ben, je l'avais mis dans ma shortlist. Parce que Ah, Romain m'avait dit arrête-toi avant les 40 noms quand tu cocheras. Alors, du coup, voilà, je garantis, j'en ai moins de 20. Mais dans cette liste-là, il y a Miles Powell. Alors, du coup, les Knicks ont mis la main dessus. C'est plutôt une bonne chose pour lui, j'ai envie de dire, même si c'est les Knicks entre guillemets, mais c'est un gamin qui a grandi dans les quartiers très difficiles du New Jersey. C'est un enfant de la région, hein, entre guillemets, là-bas, qui est un monstre absolu, qui est une bête féroce dès qu'il entre sur un parquet, mais qui, en dehors de ça, est un garçon avec le cœur sur la main, une des vraies personnalités bienveillante, j'ai envie de dire, dans le petit panorama universitaire qu'on avait. Il a fait ses classes à Seton Hall. C'est un garçon qui a tous les éléments psychiques, j'ai envie de dire, du jeu. La mentalité, l'abnégation, le travail, un rat de gymnase. Euh, Maintenant, dans ce qu'il m'a montré à Seton Hall, ses pourcentages à 3 points m'ont toujours laissé un petit peu sur ma faim. Des sélections de shoot qui parfois mériteraient un petit peu de réflexion de sa part, mais il a un cœur tellement énorme dans le jeu. Moi, je préfère 1000 fois un joueur qui voilà, va avoir un moteur hors norme et qui va tout donner sur un parquet même en ayant des pourcentages parfois aléatoires, que voilà, un joueur dans un registre spécifique, mais qui va pas se mouiller le maillot, qui va pas saigner pour une équipe, quoi. Donc Miles Powell, je ne sais pas pourquoi, je me trompe sans doute, mais je sens peut-être une belle histoire avec les Knicks. Après, s'il vient en Europe, il aura clairement sa place. Ça, c'est le genre de garçon, je pense, qui est capable de vous mettre, je sais pas, 30 points ou une perf à 35 déval dans un gros match de Rock-Up un soir comme ça, semaine après semaine, même. Il en a tout à fait le profil, ouais. cool. Cool. Moi, c'est un petit peu ce qui se dégageait de ce que j'ai pu voir. Je l'ai moins vu en match complet, mais ouais, on sent que tout ce que tu as dit, voilà, ça ressort vraiment. Je lui souhaite hein, de réussir au Knicks parce que les Knicks, du coup, enfin, notamment le public adore ce genre de personnage avec des histoires, avec une rage de vaincre. On lui souhaite le meilleur, mais s'il peut venir chez nous, moi je refuse pas. Au CSP, pourquoi pas? Ah Ah bah ouais, mais alors là, là, ah ouais, là, mais faut que là, l'on là, l'adopte. grave. Non, mais là, oui, oui, bah là tous les jours si tu veux, mais bienvenue. Mais je vais même le chercher à l'aéroport s'il faut. Je le loge autant de semaines qu'il veut. Et il doit pas mal manger, hein. Prépare Ah mais c'est, le portefeuille. c'est pas grave, c'est pas grave. Un joueur comme ça, moi, ça me va très bien.
Dans le même style, par exemple, alors peut-être moins expressif, mais tout aussi bien dur au mal et col bleu, comme on dit, c'est l'ancienne star de Cincinnati, Jaron Cumberland, qui est un arrière d'un mètre 96, mais qui a souvent été amené à jouer ailier, parfois même ailier fort, dans un système très complexe chez les Bearcats de Cincinnati. En ce moment même, apparemment, il discute avec plusieurs franchises pour pouvoir peut-être accrocher un two-way contract, mais lui aussi, c'est pareil. Je pense que dans le profil d'un Miles Powell aussi, comme Jaron Cumberland pourrait très bien se glisser dans l'échiquier européen. Je ne sais pas si vous l'aviez un petit peu suivi ou non à Cincinnati, mais c'est une équipe qui, voilà, la majorité de ses matchs sont planifiés sur la moyenne de 50 points. Ça défend avant toute chose. On ne parle pas d'attaque tant qu'on n'a pas défendu. Et lui, il rentrait dans ce moule-là. Et en plus de ça, en fait, il avait le leadership et il imprégnait cette image de conquérant sur le parquet. Ouais, je l'ai déjà vu jouer quelques fois et sa mécanique de shoot m'avait assez impressionné. Je me dis, mais comment il arrive à en rentrer avec un tir aussi atypique? Parfois ça réussit, hein. C'est vrai que sur la gestuelle, on peut toujours se poser des questions. Bon, il y en a qui visiblement le changent au fur et à mesure de leur carrière, d'autres qui veulent pas y toucher. Ça, c'est toujours le dilemme. Par contre, il est accro au spin. Ouais, c'est un truc qui m'avait choqué. J'ai vu une mixtape et un copain qui me dit, ouais, regarde, c'est le nouveau Draymond Green. Je fais, tu t'abuses un peu. Et ouais, il donne le vomi à force de tourner, retourner. Bon, pourtant, j'aime ça, mais bon, c'est un peu trop, quoi. Les gars, maintenant on a bien parlé de NCA. Je sais que on aime ça et moi j'aime beaucoup aussi, mais est-ce qu'il y a des mecs qui, pour le coup, peuvent prétendre à l'Europe en venant directement de NBA? Je sais que Mathieu est friand de ça. Est-ce qu'il est un peu accro à la trade deadline comme beaucoup d'entre nous? Est-ce que tu aurais des profils que tu verrais bien arriver en Europe? Alors moi, il y a un profil, ouais, il n'était pas agent libre, il vient d'être bazardé un peu dans tous les sens, il est français, c'est Vincent Poirier. Vincent Poirier, c'est une seule saison pour le moment en NBA, donc c'est un joueur qui a encore le temps pour faire son trou. C'est une saison compliquée aux Celtics où finalement il a été assez peu rentabilisé, assez peu utilisé. C'est 22 matchs au total pour 6 minutes passées sur le terrain et des allées et venues aussi en G-League. Et là, il vient d'être transféré en fait à OKC. Et arrivé à OKC, j'étais très content. Je me suis dit, c'est super. Il arrive dans une équipe qui est en pleine reconstruction. Il va avoir du temps de jeu. Il va côtoyer peut-être Théo Malédon. Ils vont pouvoir jouer ensemble. Et il a été transféré aux Sixers dans la foulée. Et là, aux Sixers, il se retrouve dans une rotation XXL parce qu'il y a Embiid, on a Dwight Howard qui est arrivé. Ils ont récupéré aussi Tony Bradley, il me semble. Donc ça commence à faire beaucoup. Et moi, j'aimais beaucoup Poirier en Europe. Il n'est pas resté suffisamment longtemps à mon sens. Et j'aimerais bien le revoir en Europe jouer au niveau Euroleague. Avec Baskonia en 2018-2019, c'était 12 points, 8 rebonds, un contre, une passe pour 26 minutes. Donc je pense que ça serait vraiment un joueur très rentable. Le fait qu'il ait 27 ans, ça veut dire aussi qu'il est en train de rentrer dans son prime. Et ça me ferait vraiment de la peine de le voir devenir un journeyman et courir après des two-way contracts pour se faire un trou. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Vincent a prouvé sur son passage à Vitoria qui pouvait faire facilement partie des tout meilleurs intérieurs d'Euroleague. Moi, j'avais été bluffé par sa régularité avec Vitoria à l'époque. Il mangeait les raquettes adverses. Je comprends tout à fait sa volonté de pouvoir aller se tester lui-même, hein, de voir jusqu'où il est capable d'aller. Et c'est là où la NBA est aussi un univers impitoyable et certainement encore plus que l'Euroleague. Tout dépend de votre timing, de là où vous atterrissez, par qui vous allez être utilisé, avec quelle concurrence. C'est toujours le vrai dilemme. Vincent, voilà, maintenant il est papa, il a sans doute gagné aussi en maturité. Il avait gagné en maturité sur les parquets. La course contre la montre peut-être arrive enfin. On sait qu'il avait besoin de temps de jeu. Il a exprimé lui-même. C'est vrai qu'à Oklahoma City, ça paraissait être une super solution. Maintenant, je pense que son arrivée à Philly est liée aussi
plus que sur le profil du joueur, une histoire de contrat et de cap, surtout, puisque je crois que c'est comme ils envoient leur Ford à Oklahoma City, voilà, et du coup, ils manœuvrent à ce niveau-là, et Vincent a pas beaucoup de chance, mais c'est vrai que se retrouver derrière Joel Embiid plus Dwight Howard, c'est très compliqué, même si vous êtes dans une équipe qui vise les premières places à l'Est. Je pense que c'est une réflexion humaine, une réflexion de carrière qui s'amène à lui, de savoir si il s'accroche en NBA, il voit comment ça peut évoluer, ou s'il tranche dedans et il se dit finalement je reviens en Europe pour être parmi les têtes de liste, quoi. D'autant que sa carrière, elle va hyper vite à Vincent Poirier. Il est arrivé assez tard et d'un coup, tout a explosé très vite pour lui. Malheureusement, ouais, j'ai l'impression que il n'y a aucun temps de jeu de garantie pour lui. À Boston, ils ont oublié un petit peu que c'était un joueur très utile. Je suis assez déçu. Après, alors, oui, il a cette volonté de vouloir réussir là-bas, c'est très louable. Pour être très attaché à lui, parce que passage à Vitoria oblige, euh, j'ai envie de lui dire rentre, viens gagner des titres et deviens une légende chez nous, quoi. Au moins, c'est clair. Ça crie du cœur, oui, ça se sent. Ça me tue à chaque fois que tu parles de chez nous pour le Partizan ou Vitoria. Je m'en remets jamais. Bah oui, tu sais qu'il y a 3 clubs chez moi, hein. C'est Limoges, Vitoria, Partizan. Après, je questionnerai Alex parce que je l'ai pas encore osé, mais j'aimerais bien savoir quelle fac le font le plus kiffer parce que ça, c'est un truc à chaque fois, je me suis toujours posé la question. On en reviendra après là-dessus. Mais c'est vrai que on a du mal à deviner laquelle te fait le plus kiffer. Je l'ai jamais caché, hein, mais bon, c'est. Je vous le dirai. D'accord, ouais, j'ai hâte alors. Des mecs qui viennent de NBA et justement, j'y pensais, il y a un gars que j'avais trouvé, alors j'ai été chercher sur des forums grecs, c'est Naz Mitrolong, un gamin qui a la double nationalité, ce qui est d'origine grecque. Il est courtisé en ce moment même par le Pana. L'année dernière, il était en two-way contract avec le Jazz et je crois, si je me trompe pas, qu'il vient de Iowa State. Tout à fait. Et alors j'ai beaucoup regardé ses scouting reports, etc. Je le connaissais pas. Et apparemment, bon, même s'il est fiable à mi-distance et que c'est un passeur correct, il manque un peu trop d'explosivité pour la NBA. Et puis il se fait poster parce qu'il est pas assez lourd, on va dire. Et donc du coup, c'est souvent il est qualifié de tweener pour la NBA. Donc voilà, est-ce qu'on aurait une chance de le voir arriver en Europe? Et si oui, pourquoi pas en Grèce? Je me suis pas mal posé la question. Je sais pas si vous le connaissiez. Alors, tout à fait, j'ai eu la chance de commenter pas mal de matchs d'Iowa State époque NCAA. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'Iowa State, si vous regardez bien, c'est limite un sponsor Euroleague ou Eurocup. C'est une fac qui régulièrement envoie des garçons et d'un très bon niveau en Europe. Juste pour vous rappeler un petit peu les mémoires comme ça. Et souvent en plus des tweeners, hein. C'est ça qui est assez dingue. C'était aussi la particularité de la manière de jouer de Fred Hoiberg, qui était le coach d'Iowa State à l'époque. Mais vous regardez au Bayern actuellement, il y a Nick Weiler-Babb, qui était un des leaders d'Iowa State ces dernières saisons. DeAndre Kane, qui était au Maccabi Tel Aviv, il y a la saison dernière, il me semble. Et il y en a eu un autre que j'ai peut-être perdu de tête là, mais effectivement, souvent ils se retrouvent à envoyer des garçons, et c'est vrai que c'est assez bizarre. Ils ont souvent eu des tweeners, Deontay Burton, Naz Mitrolong justement, et ouais, moi je pense tout à fait que Mitrolong a sa place en Europe, en Euroleague. Après, les clubs grecs sont aussi connus pour aller chercher ce genre de double passeport. Ils l'ont fait récemment avec Zach Auguste, qui malheureusement traîne toujours autant sa peine alors que c'était un super joueur universitaire. Tyler Dorsey, lui, a eu un peu plus de réussite puisqu'il est au Maccabi Tel Aviv aujourd'hui, l'ancien de Oregon. Mais ouais, les équipes grecques, ou en tout cas en Euroleague, on retrouve souvent des garçons comme ça au passeport
au double passeport. Donc voilà, Nazmit Roulang, pour moi, a vraiment le profil pour jouer en Europe plus qu'en NBA, clairement. Ah, ça va, ça fait plaisir, je suis pas trop trompé alors. Ah non, du tout, du tout. Matt, est-ce que tu verrais un autre joueur arriver en Europe et pourquoi pas au Pana? Pas un grec cette fois-ci, j'espère, parce que ça ferait beaucoup. Alors, je l'avais mis en plus au Pana, tu vois, dans les C'est destinations vrai? possibles. C'est Adam Mokoka. Ah oui. Adam Mokoka, qui lui aussi part pas mal jouer en G-League. Là, il est. Alors, je crois qu'il vient de prolonger quand même. Il a été Ouais. prolongé par les Bulls. Ça devait être hier ou aujourd'hui, passé par Gravelines, formé au KKB Max, et puis ensuite parti quand même assez tôt aux Bulls de Chicago. Il a seulement 22 ans. Moi, je trouve que c'est un profil intéressant, c'est un joueur athlétique, assez polyvalent, bon défenseur. Je le verrais très bien dans une équipe comme le Panathinaikos pour rendre des services sur l'aile et apporter de l'intensité, tu vois. C'est un profil qui me plaît assez bien. Et bon, après, quand je vois la direction qui est en train de prendre Chicago, autrement dit, je ne sais pas du tout où ça va. Je ne suis pas certain qu'il ait des grosses perspectives pour percer en restant aux Bulls. Ouais, mais un profil à la Axel Toupane, par exemple, pourrait être envisageable. Hein. Axel qui avait fait une super saison avec le Zalgiris, notamment, en Exactement, allant en ouais. Final Four, mais c'est vrai que c'est un petit peu dans ce moule-là, ouais. Ouais, effectivement, ouais, c'est vrai que la comparaison est pas mal. Est-ce que vous en voyez d'autres à la volée comme ça? Peut-être que y a des mecs qui n'ont pas encore re-signé. Euh, Parce que j'en avais quelques-uns. J'en J'avais. ai quelques-uns aussi. Ok, bah, je cite vite fait les miens Vas-y, vas-y. parce que c'est peu probable qu'ils arrivent les miens, je pense. Mais bon, j'avais Marc Gasol parce que bah, concrètement, beaucoup disent qu'il est plus dans le rythme de la NBA. Malgré tout, il a affirmé son envie de jouer le titre et que pour lui, le cadre de vie était peu important. Donc peut-être qu'il signera aux Lakers. J'adorerais le voir revenir au Barça, ce serait juste fou. Après, malgré tout, on a bien parlé du Barça et c'est assez carré ce qui se passe, donc le voir arriver, ce serait assez fou. Il y avait également un autre ancien Koulès, comme ils disent, c'est Ersan Ilyasova, enfin, ça faisait 2 ans qu'il était à Milwaukee et il avait une team option, je crois. Et justement, il était dans le deal pour faire venir Bogdanovic, qui a capoté, donc pourquoi pas le voir revenir en Europe. Et enfin, j'avais un dernier joueur, alors un peu plus, on va dire, méconnu. Je vais demander sa fac à Alex pour le taquiner un peu. C'est Ryan Broekhoff, l'Australien. Alors, Alain Brakoff, je ne sais même plus où il était passé à la fac, c'est pour dire. Je me souviens plus du tout. Mais Faudrait se faire le jeu là une fois. Une ouais. émission qu'avec ce quiz Ah ben là full en plus fact. c'est du très très bon nom ça. Alors là, Bah, il était aux Crusaders de Valparaiso. ah d'accord. Donc il était avec Alec Peters. Ouais, et c'est un joueur, bah voilà, même profil, même si c'est pas le même poste, shooter. Et c'est un garçon qui a toujours filoché et qui est déjà passé par l'Europe. Là, qui sort de 2 ans à Dallas et ensuite aux Sixers. Et il y a certains clubs qui l'ont déjà approché. Lui qui avait déjà joué au Beşiktaş Istanbul et au Lokomotiv Kuban, des équipes russes et turques notamment. Il avait Et joué finale d'Eurocup avec Krasnodar face au Darussafaka. Il était blessé je crois lors de la finale mais ouais, c'était avec Sacha Obradovic d'ailleurs. ah oui, effectivement, oui. Oui, oui, bah oui, c'est la période là. Ouais. Ah ouais, faut la voir cette finale. Elle vaut le coup d'œil. Ouais. Et il y en avait un dernier, mais bon, celui-là, je préfère même pas commenter. Pour moi, c'était vraiment un gâchis. C'est Isaiah Hartenstein. Je j'ai pas de commentaire. C'est un ancien grand espoir allemand qui traîne sa peine, pour reprendre tes propos, Alex, à Houston. Et certains parlent de lui en Allemagne ou au Maccabi. Un gaucher de 2,13 m pour 112 kilos, très talentueux et binational allemand et états-unien. Voilà. Bah, moi j'avais deux noms mais bon ce sont des garçons qui sont en contrat, il me semble, à l'heure actuelle. Et puis bon, il y en a un des deux qui a pu tirer son épingle du jeu la saison dernière. Mais moi, je suis persuadé que ce sont deux garçons qui pourraient enflammer l'Europe. Ce serait un retour à la maison pour un certain Mo Wagner, Hmm. l'ancien de Ah Michigan, oui,
que je rêverais de voir au Bayern ou à l'Alba Berlin, justement, pour le petit kiff. Et puis pour rester dans la maison Wolverine, alors là, ce serait un vrai coup de cœur. J'adorerais parce que j'adore la mentalité et la rage de compétition de ce garçon. C'est Ignas Brazdeikis, natif de Kaunas. Alors si lui, qui est au Westchester Knicks, je crois, en G-League actuellement, mais alors si lui, il arrivait aux Žalgiris, je crois que je regarderais tous les matchs. Carrément. Ah ouais, ouais. Je l'avais C'est dans un ma beau liste. profil, Je l'avais ouais. dans ma liste. C'est un garçon qui se faisait tarter par son père quand il était gamin pour être élevé à la dure, tout en sachant que c'est lui qui demandait à recevoir des claques limite pour être endurci. C'est une histoire complètement dingue. Ignas Brazdeikis qui avait enflammé Michigan lors de leur fameuse épopée. Où ils ont franchement une super génération quand ils affrontent Villanova en finale il y a 2-3 ans. Mais Brazdeikis, pour moi, en poste 3 comme ça, capable de shooter, capable de jouer en percussion, je trouve qu'aux Žalgiris, ça serait génial. Il a de ses bras, lui. Ouais. C'est le Jean-Baptiste Maille de Michigan. Un bon C'est demi placé. de mêlée dans la peinture. Voilà. Ah oui, il faut pas le prendre dans le buffet, hein. Sinon on s'enlève pas comme ça. Romain, tu l'avais également, et qui est-ce que tu avais d'autre? Bah alors du coup, tu m'en as enlevé deux, parce que Ah j'avais mince. Ilyasova et Brokov. J'avais Brazdeikis aussi, comme Alex. Lui, c'était pour moi, c'est une évidence, faut qu'il vienne en Europe. Je pense qu'on va tous kiffer s'il est là. Ensuite, tout à l'heure, on parlait de double passeport. Il y en a un qui avait été pisté par le Maccabi cet été, c'était TJ Leaf, l'ancien Hmm. de UCLA qui était à Indiana. Donc lui, c'est pareil, je pense que bah, il pourrait clairement tenter sa chance en Europe au Maccabi, hein. De toute façon, je pense que lui, s'il vient, ça sera probablement au Maccabi. J'en ai trois autres. Il y en a un, il me fait beaucoup de peine depuis un petit moment en NBA. Bon, il n'a pas été épargné par les blessures et du coup, j'aimerais bien qu'il vienne en Europe jouer sur un rythme un peu moins soutenu. C'est Alex Len, le pivot ukrainien. Hmm. Il a passé l'année entre Atlanta et Sacramento, il me semble. Il a 27 ans, 2,13 m. Voilà, je pense qu'il a un petit peu fait le tour. Pour moi, ce serait bien qu'il vienne en Europe. Euh, J'en ai un, je me suis fait un kiff. Je pense que ça arrivera pas, mais je sais qu'il a été non conservé par les Spurs. C'est Chimezie Metu, Mhm. le Nigérian. Euh, il avait pas mal squatté les highlights pendant la dernière Coupe du Monde. Très athlétique, très, très sympa à avoir joué. Je pense que voilà, dans un profil où tu le mets avec un meneur qui régale sur pick and roll, voilà, il va mettre deux, trois cartons dans la saison et il peut apporter voilà, cette dimension athlétique. Et il y en a un, je me le suis gardé, je pense que c'est très peu probable, mais lui, depuis que je l'ai découvert en NCA il y a déjà un petit paquet de temps, notamment grâce à Alex. Là, c'est vraiment une génération que j'ai connue grâce à toi, Alex. Moi, c'est Frank Kaminsky Ah que j'aimerais bien oui! voir en Europe. Ah ouais! Ah, les souvenirs! Euh, Voilà, c'est Totalement ça. validé. Et Ah, du et coup, En deux on minutes, pourrait... tu as réussi à mettre, tu vois, comment on appelle ça, la chair de poule, Romain. Ah, mais moi, Frank Kaminsky, même déjà quand il était à Wisconsin, j'avais qu'une envie, c'était de ne pas entendre C'est son nom à la génial. draft et de le voir arriver en Europe. Pareil, on lui souhaitait du Parce que mal. je trouve que ça lui irait tellement bien de venir en Europe. Et puis du coup, bah, de son équipe, Sam Dekker est déjà chez nous, Nigel Hayes est déjà chez nous, Vito Brown est au Mans. Du coup, bah, allez, on prend le quatrième, viens chez nous. Et ce serait top parce qu'en plus, donc, les Suns ont décliné la team option, donc il est libre. En Europe, on a une place. Donc, qui a besoin d'un poste 4 capable de shooter de loin? Pour moi, c'est un joueur que j'adore depuis son époque Wisconsin. Et puis notre ami Sam Dekker est un peu en difficulté. Moi, il me déçoit un petit peu personnellement depuis qu'il est en Europe. Donc, effectivement, ça me redonnerait le sourire de voir débarquer Frank Kaminsky qui a tout à fait le profil de jeu pour être super, super en Europe. On peut même rajouter de l'époque pour, pour raviver les souvenirs, Bronson Koenig qui est en G-League, qui faisait partie de cette épopée-là, le meneur, qui pourrait tout à fait aussi percer ici.
C'est clair, il y a tellement de profils intéressants, mais avec Kaminski et cette épopée-là, ils m'ont fait tellement kiffer. Waouh, ça fait tout drôle d'entendre ça. C'était ton dernier, Romain? Ouais, c'était mon dernier. Et du coup, bah, je me dis, puisque la génération des Gators de Florida avait réussi en NBA avec Noah et compagnie, pourquoi pas la génération Wisconsin qui réussit en Euroleague, ce serait cool. Ça sera incroyable. Ouais, tu m'étonnes. Bah, du coup, on va pouvoir passer à ta chronique. C'est cool que tu termines avec ce profil-là. Et puis, on te laisse les commandes. Eh ben, cette semaine, les amis, j'ai envie de dire bon débarras. J'aurais pu parler de Bojan Dubljevic, qui entre dans l'histoire de Valence, d'Alec Peters en fusion cette semaine, ou des difficultés du Fenerbahçe, qui devient une bien triste équipe sans Nando De Colo. Non, cette semaine, il était impensable de ne pas se réjouir du départ de Facundo Campazzo du Real Madrid. Oui, oui, vous avez bien Se entendu, j'ai bien réjouir. dit se réjouir. Bon, ces quelques mots sont peut-être les premiers signes d'un certain déni de ma part, mais selon la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross, ceci n'est que la première étape dans le processus du deuil. Je tiens à rassurer la team premier degré en précisant qu'évidemment, en cette période, il y a plus grave dans la vie. Merci de rester calme. Viendra ensuite l'étape de la colère quand notre ami argentin tournera sa serviette depuis le banc des Nuggets face aux exploits de Nikola Jokic plutôt que de qualifier Madrid au Final Four. Il y aura aussi le marchandage durant lequel je vais tenter de me persuader qu'il va revenir en Europe l'été prochain. Hein, les copains, il va revenir, hein. Il va Ah oui, revenir. avec Kaminski, les deux. Puis il y aura la dépression de ne plus voir ses exploits à la Maison Blanche, avant de peut-être finir par accepter l'évidence. Facundo Campazzo est en NBA, ligue de tous les rêves et de tous les risques. Ah, elles vont me manquer ces passes millimétrées, ou plutôt que de regarder Walter Tavares, le micro-meneur regardait ailleurs. Tel un pianiste de renom, Campazzo n'a pas besoin de suivre la balle du regard. Il connaît sa partition sur le bout des doigts. 5 saisons au Real, 2 titres d'Euroleague, 3 titres de Liga et 14 autres distinctions. Vous comprendrez assez aisément cette pointe de tristesse que nous avons eue lorsqu'à 4 minutes 57 de la fin du match qu'on montrait ça. Campazzo est sorti par Pablo Lasso, enlacé par ses coéquipiers, laissant derrière lui une montagne de souvenirs et bien sûr des yeux humides dans toute l'Europe. On en deviendrait presque littéraire à utiliser des figures de style pour rendre hommage à ce petit bonhomme. Certains te comparent déjà à JJ Barea à cause de votre taille similaire. D'autres pensent que, comme Milos Teodosic, le fit ne se fera pas dans une ligue presque à l'opposé de ton style de jeu. Nous, on espère que tu vas éclabousser la NBA de ton QI basket et de ta vision d'aigle. Tradition oblige, je ne pouvais pas terminer sans une petite citation. Alors cette semaine, j'ai choisi celle-ci. Il n'y a pas de revoir pour nous. Peu importe où tu es, tu seras toujours dans mon cœur. Cette citation vient de Gandhi, un autre petit bonhomme qui a pourtant réalisé de grandes choses. Facundo Campazzo, on te souhaite le meilleur pour les 2 prochaines saisons. Tu vas beaucoup nous manquer. Je sais pas si je dois pleurer ou applaudir. C'est beau, C'est beau. C'est beau. c'est très beau. Oh, vache, ouais, c'est clair qu'il va nous manquer. C'est quand j'avais fait mon tour d'Europe et que j'avais été le voir au Real, c'est le seul mec de ma taille qui m'est impressionné par son physique. C'est un buffle. C'est impressionnant. Ah, c'est un truc à voir. Oh là, je suis Ah dégoûté qu'il bah, parte. quand tu le regardes défendre, c'est toujours fascinant parce que il fait la moitié du meneur adverse en termes de taille. Par contre, physiquement, il est aussi large d'épaule et il faut lui passer sur le corps, quoi. Si tu veux attaquer le cercle, c'est juste impossible. Incroyable ce gars. Ah ouais, c'est clair. Alex, est-ce que c'est un de tes coups de cœur en Euroleague? Oh bah totalement, totalement. Campazzo, c'est avant tout, moi, c'est le mot électrique qui me vient à l'esprit quand on parle de lui. C'est quelqu'un voilà, qui était capable de vous allumer la lumière dans les endroits les plus sombres des parquets. C'est toujours une passe, un coup d'œil avant tout le monde. C'est une grinta, c'est une rage de vaincre. C'est un petit peu de trash talk aussi quand il faut. C'est symbolique. Enfin, vous vous rendez compte de ce que représente le Real Madrid au niveau du basket européen. On a des garçons comme Sergio Llull, Luka Doncic qui étaient présents dans les parages à ce moment-là. Et puis vous avez un garçon qui a tout éclaboussé à Murcia en prêt et qui prend sa place derrière dans l'incroyable effectif madrilène et qui devient un des leaders de cette équipe, qui devient un des joueurs phares de la meilleure des compétitions en Europe.
Moi, il m'a régalé soirée après soirée, tous les matchs du Real que j'ai eu la chance de commenter. Je m'attendais avec une chose, c'était qu'est-ce que va nous faire Campazzo encore ce soir? Quel genre de double-double de dingue il va pouvoir nous sortir des passes dans le dos. C'est un garçon voilà, qui vraiment représente. Il y a une autre génération qui s'est régalée sur le Showtime des Lakers en NBA à l'époque. Bah, nous, on a eu un peu de Showtime à la Campazzo en Euroleague en ces temps-ci. Ça fait drôle de l'entendre au passé un peu, mais c'est vrai que c'était ça, quoi. Oui, c'est vrai que c'est pas censé être une triste nouvelle, hein. C'est une super nouvelle pour lui, mais c'est clairement un peu un état de deuil, hein. Ah, on aura les compètes FIBA. Je me Dans le rappelle contexte, quand. ouais. Vas-y, Oui, mais Dans en le FIBA, on a contexte envie de le FIBA, détester, hein. c'est pour le dire. Ah, mais la campagne avec l'Argentine est quand même incroyable. En fait, ce que j'adorais chez ce joueur-là, c'est que voilà, il est plus petit que tout le monde, mais il les regardait dans les yeux, il avait jamais peur, il prenait des tirs. Faut les prendre les tirs là. Nous, on a Thomas Hurtel, donne-moi ton short, et Campazzo. Alors, je sais pas comment ça se dit en argentin, mais c'est un peu la même chose. Dame tu short. Ah, c'est fou ça. Ouais, bah. J'avais l'impression que tu me décrivais un peu quand j'étais encore valide en état de jouer au basket. Même taille, même profil. J'ai pas connu cette période. Ah, d'accord. Oui, Alex, faut savoir que Bat et moi, on fait partie de la même équipe de basket 3-3, mais bon. D'accord. Ah oui, C'est- sur du 3 contre 3 en plus. Ouais, c'est à l'époque où je jouais, ça. Ça, c'est fini maintenant. J'ai rangé les chaussures et j'ai chaussé la télécommande. Pour une Mais belle reconversion, ça va. ouais, on essaye, on essaye. Mais une question qui me vient à l'esprit, du coup, avant de te questionner sur ta fac, elle est pour Romain. Romain, tu préférais voir Kaminski au CSP ou sinon Campazzo réussir en NBA? Allez, parce qu'on est dans une émission qui parle pas trop de NBA, je vais dire je préfère Kaminski à Limoges. En ce moment, on en aurait bien besoin. Ah ouais, c'est pas non plus la disette, hein. Non, c'est pas la disette, mais ça fait une rotation de plus. Et vu qu'en ce moment, on a quelques problèmes avec notre banc, ça Et serait puis pas plus mal Romain, d'avoir. ça fait un bout de temps à Beaublanc que vous n'avez pas eu un intérieur capable d'écarter le jeu, hein. Je vois. Alors, je ne répondrai de rien sur cette question. Faut mieux l'ignorer. Euh, Et du coup, j'arrive enfin avec ma question. Moi, je serais curieux de savoir quelles facs vous font kiffer, à commencer par Alex, parce que c'est vrai qu'on parle que trop peu de NCAA dans cette émission. Malgré tout, on a quand même des stars universitaires qui sont passés en Europe. Et je voulais savoir, Alex, quelle équipe, quels joueurs t'ont fait kiffer en NCAA? Parce que c'est toujours marrant de vous voir commenter et en parler, mais on aimerait bien avoir vos petites préférences aussi. Alors, du coup, étant natif de Los Angeles, moi j'ai toujours grandi avec les Bruins de UCLA. Et, pour les personnes qui me connaissent plutôt bien, ils savent du coup que je ne porte pas dans mon cœur tout ce qui se rapproche de USC, tout ce qui a été mêlé aux Trojans. Voilà, ça c'est clair. Non, je suis un fidèle de UCLA de longue date. Malheureusement pour moi, sur ces dernières saisons que je vis très difficilement, voilà, on va dire que c'est un peu une période noire. Non, j'ai toujours été très très proche de UCLA. Alors, j'ai un joueur qui m'a toujours énormément touché, ancienne star de la fac, Nick c'est Young? Drew. Non, alors là, faut vraiment pas me parler de Nick Young ou d'USC, hein. Non, c'est un joueur qui joue en NBA actuellement et qui va rejoindre Giannis Antetokounmpo, c'est Drew Holiday. Oh. Voilà, Drew Holiday, ça a depuis toujours été un coup de cœur pour moi. J'ai eu la chance de le rencontrer en personne très vite fait sur le campus. Mais Drew Holiday, pour le basketteur que moi j'adore, c'est vraiment un style de jeu que j'adore. Mais avant tout la personne. C'est une personne en or, mais en or massif, Drew Holiday, un vrai coup de cœur. Et voilà, qui m'a totalement permis de kiffer encore plus UCLA. Après, il y a des petites symboliques. Voilà, Baron Davis, j'ai toujours été fan de Baron Davis, malgré les pépins physiques, mais c'est un joueur qui m'a tellement fait rêver, tellement fait kiffer en NCAA puis en NBA.
Plus récemment, c'est sûr que j'ai pas mal apprécié ce qu'avait pu démontrer Kevin Love. Russell Westbrook, c'est un peu différent parce que j'ai jamais été. Ouais, je déteste absolument pas la personne ni le joueur, hein, bien entendu, mais j'ai jamais été un fan total de Russell Westbrook. J'ai rien contre lui, mais voilà, même à UCLA, j'ai jamais été transporté par le joueur. Et puis plus récemment, sur des campagnes, parce que comme c'est pas arrivé depuis un petit bout de temps, on va quand même se rappeler des petits souvenirs de March Madness, mais en 2014, UCLA, ils vont quand même assez loin. Ils se font sortir par les Gators de mon ami Wilfried Diégueté. Je ne remercierai jamais assez d'avoir éliminé les Bruins cette année-là. Et ben, il y avait Scottie Wilbekin d'ailleurs. Mais ouais, c'était une équipe assez sympathique à avoir joué. Et puis bon, bah aujourd'hui, voilà, quand vous me parlez de TJ Leaf qui pourrait arriver en Europe, bah voilà, j'ai malheureusement dû me taper des matchs de UCLA version TJ Leaf aussi, où c'était pas glorieux tous les jours. D'accord, ok. J'ai eu Ah, droit c'est... j'ai eu droit à un Tony Parker à UCLA dont plus personne se souvient aujourd'hui, quand même, qui n'est pas du tout notre type national, hein, mais qui était un bon pivot. Bah, je Mais voilà. connaissais pas ça. Je Eh connaissais ben, pas ouais, Tellement ouais. vraiment. dur à imaginer. Voilà. Il y a eu des choses. Mais ouais, non, voilà. UCLA a toujours été ma fac de cœur. Et si je devais en avoir une autre de cœur, bien entendu, c'est Villanova, qui, sur la dernière décennie, et avec un coach pour qui j'ai un immense respect, une grande admiration, c'est Jay Wright, qui pour moi, si Billy Donovan de Florida justement a eu sa chance en NBA, je pense que Jay Wright, un jour peut-être ira, même si de sa volonté, c'est plutôt lui qui refuse les contrats et qui reste à Villanova. Mais quel coach extraordinaire et quelle philosophie de vie et de jeu dans cette fac-là qui pue le basket et qui, à l'image d'une ville portée sur le sport, hein, Philadelphie, où on retrouve les fans les plus fous sans doute, Villanova est une fac incroyable. Ok, bah ça fait plaisir d'entendre ça. Je ne savais pas du tout. Dans ma tête, et je croyais que tu étais fan de Louisville. Et bah, du coup, je suis un peu surpris. Voilà. Alors, dans les méthodes de Rick Pitino ne sont pas arrivées jusqu'à moi, hein. J'ai pas eu le service call girl, bien entendu. Mais non, je loue les qualités de combat et notamment de défense et le bon travail que Chris Mack essaye de mettre en place à Louisville. Mais non, pas forcément d'affection particulière pour les Cardinals. D'accord. Et toi, Matt, est-ce que tu as une équipe un peu ou quelques joueurs qui t'ont fait kiffer en NCAA? Alors, joueurs qui m'ont fait kiffer, j'adorais Adam Morrison, moi, à l'époque, qui était ouais. un serial shooter, mais du feu de Dieu, qui a rien donné en NBA, hélas pour lui, mais formidable joueur. Après, mon équipe de cœur, c'est Michigan State. Pas forcément par rapport aux résultats ou par rapport à leur cursus, mais c'est tout simplement parce que j'aime les couleurs. J'ai toujours trouvé que être les Spartans, c'était trop Ouais, bien. l'emblème. Ouais, exactement. Pareil. Puis bon, il y a Magic qui est passé là-bas, il y a Draymond Green aussi, ils ont eu quelques gars. Donc ouais, ça serait Michigan State. Ok. Et toi, Romain? Eh ben, je suis comme Mathieu, Michigan State aussi, bah, parce que Magic, et puis parce que à une époque où j'essayais de suivre aussi assez la NCAA, il y avait Denzel Valentine qui m'a beaucoup déçu en NBA, mais que j'adorais. Puis Brian Forbes qui est arrivé aux Spurs, et vu que c'est l'équipe que j'aime en NBA, voilà. Mais du coup, ouais, Michigan State parce que Magic. Ok, bah, j'ai pareil, Denzel Valentine's, Michigan State, mais sinon, Georgetown, même une fois sur un playground, j'avais le jogging et le sweat, et il y a des gamins qui ont cru, enfin, je leur ai fait croire que je l'avais fait de Georgetown. Je pense que toute ma vie, c'était Ça pas fera mal. plaisir à Eric Mikou. Bah Ouais, ouais, c'est vrai. et Tu jouais avec Iverson, c'est ça? ouais, C'est ça. je leur ai dit que je jouais avec des gars connus, quoi. Et puis, les gamins m'ont regardé avec des gros yeux et m'ont cru. Après, j'ai joué et là, du coup, bon, bah, ça tenait plus, quoi. Mais j'ai une grosse admiration pour eux. J'étais très content quand McClung a été là-bas et malgré tout, c'est un joueur que j'aimerais beaucoup voir en Europe aussi, s'il fait pas son trou en NBA.
il y a cette fac-là, et j'ai jamais réussi, n'en déplaise à Alex, à départager entre USC et UCLA. Je peux t'aider si tu veux. Hein. Ouais, je sais, je sais très bien. Et c'est pour ça que tu vois que je traîne pas avec Romain, parce que entre Limoges et Pau, je sais pas trop choisir. mais c'est vrai que j'ai dû m'arrêter de suivre la NCAA parce que ça me coûtait trop cher tout simplement. Parce que je trouve que les maillots ont quelque chose de magnifique, les ambiances sont folles et ça me coûtait un peu trop d'argent parce qu'en plus à droite, à gauche, dans telle ou telle marque de prêt-à-porter, vous pouvez trouver des t-shirts, des shorts, des maillots aux couleurs d'une certaine fac. Et vu que les étudiants athlètes touchent rien là-dessus, ça me faisait un peu mal au cœur. Et puis bon, mon compte avait un peu mal aussi, donc ça c'est la vraie raison. Donc voilà. C'était top de t'avoir, Alex. C'était vraiment un plaisir. Un vrai plaisir pour moi, hein, vraiment, de pouvoir discuter tranquille comme ça de basket avec vous. Franchement, merci beaucoup. Hein. Tu peux revenir quand tu veux. Avec Euh, plaisir. pour, pour nos auditeurs, c'est top aussi parce que je pense que c'est important pour notamment ceux qui font la transition entre NBA et basket européen, enfin, comme si c'était une religion, de suivre la NCAA. Et c'était vraiment cool d'en parler. Si je peux juste rajouter une dernière ligne, c'est que voilà, je pense que mon coup de cœur incroyable, si un jour il peut arriver en Europe, ça sera Admiral Schofield. D'accord. Ah bah je crois que voilà. N'en dites pas plus. La coupe est pleine. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Voilà. Admiral Schofield, j'espère le voir en Europe. Enfin. Non, j'espère pas non plus. Mais après, bon, ça peut être sympa. Hein. Peut-être Ah bah oui. qu'il est meilleur en boîte que sur un terrain de basket. Hein. Ah mais puis vu que le prince Harry est parti, hein, s'exiler, qu'il a quitté le Royaume-Uni et un petit peu l'Europe quelque part, bah voilà, Admiral Schofield il pourrait faire le chemin inverse pour des garçons qui sont partis du même endroit, j'ai envie de dire, sur cette terre. Ok. Bah, merci, j'étais très content de t'avoir et puis d'être tous les quatre à discuter basket, ça fait du bien en ces temps troublés. Merci également à Romain et Mathieu, c'est toujours un kiff vous avoir les gars. Et puis je vous dis à tous à la semaine prochaine pour parler d'Euroleague et de peut-être plus si le temps nous le permet. Un gros bisou les gars et à très bientôt. Ciao ciao. Merci, ciao. Salut Alex.